Donc de retour sur la libre antenne in extremis, j'ai envie de dire, hein, puisque j'avais prévu de faire un petit débunkage. Je vais répondre un peu aux questions avant de commencer ce petit débunkage, puisqu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait quand même des questions. Voilà, on me dit, bon bah il a donné quoi ce procès? Je l'ai largement expliqué. On peut inviter le gendarme, je crois pas qu'il viendrait. Voilà, est-ce qu'on invitera Monsieur Grimaud? Mais c'est prévu, il doit revenir là, ce mois-ci en plus. Donc vous voyez, vous savez, tous cette contents, tous ceux, et puis tous ces détracteurs aussi, parce qu'il en a beaucoup à chaque fois, ouais, Grimaud, machin, etc. Ben, en tout cas, il reviendra, Grimaud, nous, on aime bien. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui aiment bien. Voilà, c'est comme Murray Sténas. Qu'est-ce que vous me dites encore? Est-ce qu'il y avait des médias ou des personnes de la LICRA? Oui. De la LICRA, oui. Des médias, non. Voilà. Concernant les propos de De Villiers, ne penses-tu pas qu'ils disent tout ça pour faire parler de lui? Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà. Non, je ne pense pas vraiment. Et qu'est-ce que vous me dites? Inviter De Villiers, est-ce que c'est possible? Bah, on est sur le coup. Voilà. Mon cher Cam, on est sur le coup. Nous, on espère en tout cas qu'on réussira à la voir. En tout cas, en attendant, on va faire un petit débunkage vidéo. Alors, j'ai choisi évidemment une vidéo sur sujet, thème d'actualité ô combien brûlant. Les migrants, ça va plaire à pas mal de gens, j'imagine. Hein, les migrants, vous savez, donc la grande crise migratoire qui secoue l'Europe, avec ces gens qui déboulent de partout et dont on ne sait pas et vraiment d'où ils viennent, puisqu'ils nous sont présentés comme étant Syriens. Hein, ça, c'est la nouveauté, ce seraient tous des Syriens. Seulement, à la vue, effectivement, de tous les gens présents, on peut se douter qu'il n'y a pas que des Syriens. Ah oui, un avis sur la situation au Congo, en Afrique, je développerai ça dans une autre libre antenne, mais oui, bien sûr, c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on suit de très près, puisqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Au Congo, c'est le chaos, si j'ose dire. Et ben oui, ça, c'est quelque chose qu'on retraitera, évidemment, dans les prochains jours. Voilà, un petit commentaire sur Air Cocaïne, c'est ce que j'en pense. Hein. C'est un peu bizarre quand même que les mecs aient réussi à s'enfuir, si j'ose dire, hein, sans que on nous explique que tout ça, en plus, c'est... voilà, qu'ils se sont enfuis par leurs propres moyens. Alors... ah oui, il faut mettre... c'est un peu bizarre, voilà. C'est le naufrage de trop. Et voilà, il va falloir remettre ça au début. Pourquoi ça se remet pas au début? Ça, c'est la grande question. Ouais, c'est chiant quand c'est pas le truc. Hein. Hop, il va falloir actualiser peut-être et repartir à zéro. Eh oui, parce que ce n'est pas le lecteur habituel, comme d'hab en général. Voilà. Donc, je vous ai choisi un petit reportage bien concocté, bien comme on aime. Alors, c'est pas de chez nous, hein, pour une fois. Enfin, vous voyez, c'est bien aussi. C'est de nos amis suisses. Alors, en plus, vous êtes nombreux. Il y a pas mal de Suisses, il me semble, qui nous regardent aussi. On le voit dans les stats, bah, c'est Google, les mecs, hein. Vous êtes espionnés, on sait d'où vous venez. Et donc, il y a pas mal de Suisses, puisque vous êtes le 3e pays derrière la Belgique, nos amis belges, hein, qui sont les plus nombreux, à nous regarder. Donc, vous voyez, et ben, chez nos amis suisses, qui sont pourtant pas dans l'Union européenne, à ce que je sache, et ben, il y a de la propagande aussi, hein, ils n'échappent pas à cette perpétuelle propagande. Et donc, je vous ai concocté un petit reportage aussi sur les migrants, donc de la radio-télévision suisse RTS. Voilà, comment ça se passe du côté des Alpes. Eh ben vous allez voir comment on pense et ce qu'on pense des migrants. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi nous en sommes arrivés à un tel chaos. Pourquoi ces dizaines de milliers de malheureux repoussés devant des barbelés à coups de matraque et de gaz lacrymogène? Pourquoi une telle... Ah, vous voyez, ça commence bien. Déjà, ces dizaines de malheureux repoussés à coups de matraque et de gaz lacrymogène, évidemment, ça pose déjà un peu l'ambiance de la chose. On nage déjà en pleine doxa, hein, dès le début du reportage. Hein, c'est les premières secondes. Hein, et puis voilà, vous êtes déjà avec des pauvres malheureux d'un côté et des méchants, évidemment, hein, qui taperaient ces malheureux de l'autre. Absence de préparation alors que cela fait près de 4 ans que les migrants meurent en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Ah oui, ça fait effectivement 4 ans qu'il y a des grands problèmes de migration. Disons-le bien. Depuis que on a atomisé la Libye, qui était quand même l'État qui faisait tampon
pour éviter ce chaos que nous connaissons à l'heure actuelle. Vous allez voir comment en plus tout cela est traité, hein, avec la plus grande désinvolture par ce reportage suisse. C'est pour répondre à ces questions cruciales que Sabine Quesnel et Laurent Nègre ont reconstitué l'historique de cette crise. Vous comprendrez mieux pourquoi l'Union européenne a mis tant de temps à accorder ces violons et pourquoi aussi des pays comme la Hongrie ou la Pologne ont mis tant de résistance à ouvrir leurs frontières. Ouais, bah oui, ça on va le comprendre effectivement, comment l'idéologie dominante veut nous imposer donc cette invasion, parce que on peut parler d'invasion, comme nous disait ici Adrien Abosi, parler de clandestin, oui, parce que c'est le nouveau terme migrant, vous savez, c'est comme les terroristes modérés, hein. C'est comme, voilà, c'est toujours comme ça des mots de novlangue qui apparaissent, hein, en fonction des besoins idéologiques. Avec les guerres civiles qui font rage en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye. Ah, d'accord. Donc il y aurait des guerres civiles en Irak, en Syrie et en Libye. Alors déjà, c'est très intéressant parce que du côté de la Libye, on parle de guerre civile. Hein, on sait très bien que cette guerre a été provoquée par une intervention de l'OTAN. Hein, l'Irak, hein, que je sache, qui a été plongé dans le chaos suite à l'intervention américaine, suite aussi, enfin, de la double intervention, parce qu'il y a eu la première intervention, hein, en 1991, avec ce qu'on appelait la guerre du Golfe, et puis ensuite, il s'en est suivi plus de 10 ans de bombardements et d'embargo, hein, dans lequel, vous savez, il y avait un embargo sur les médicaments, embargo sur absolument toutes les matières, puis il y a eu ce fameux marché pétrole contre nourriture, par lequel des gens se sont enrichis comme pas permis, hein, puisque c'était un programme de l'ONU complètement opaque, dans lequel l'Irak devait livrer son pétrole, hein, contre des boîtes de haricots, si j'ose dire. Donc voilà la réalité de ce que nous ont présenté, un peu comme ça sommairement, donc, des guerres civiles. Hein, on appellerait ça des guerres civiles. Alors qu'on sait très bien que ces guerres civiles sont fomentées, alimentées, financées par des pays extérieurs pour faire tomber les régimes qui les dérangent. Juste de l'autre côté de la Méditerranée, avec la Palestine qui s'embrase, la Turquie au bord du gouffre, l'Europe, notre continent, est mise à rude épreuve. Alors voici un arrêt sur image sur une actualité si proche de nous et qui va à une vitesse effrayante. Une injustice de trop, un mort de trop, et c'est toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui s'embrasent. Ouais, alors ça, un peu résumé sommairement quand même la situation, un mort de trop et c'est tout le Moyen-Orient qui s'embrase. Hein, et je vous dis, on fait fi absolument des interventions de l'OTAN, on fait fi de nos... comment dire, de nos ingérences, hein, sans cesse dans le cours de ces pays, parce que ce sont des dirigeants qui nous dérangent. Hein, Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, voilà, des dirigeants qui nous dérangent. Hein. C'est comme ici, hein, il y en a qui prétendent tout le temps, oui, que nous on défendrait Bachar el-Assad ou machin. Non, nous ce qu'on défend c'est le droit international. Ce qu'on défend c'est l'autodétermination des peuples à se diriger eux-mêmes sans qu'il y ait des puissances occidentales qui viennent à chaque fois, systématiquement, hein, essayer de s'ingérer dans ces affaires de ces pays pour en plus renverser des États, les détruire totalement, parce que qu'on vienne pas, hein, me faire l'apologie de ce qu'est le résultat de la Libye ou de l'Irak. Hein, après avoir complètement atomisé ces États, et ceux qui sont là, oh ben oui, mais non, les pro-Assad, machin, mais qu'est-ce que vous souhaitez pour la Syrie? Vous souhaitez quoi? Qu'il se passe exactement ce qui s'est passé pour l'Irak ou pour la Libye? Le chaos total, avec des bandes, hein, de terroristes, hein, de Daesh, hein, parce qu'il y en a encore même aussi pour les défendre, qui vont vous expliquer, oh, tout ça est très bien, hein, des gens qui égorgent, etc., qui se comportent, mais de la pire façon, et bien sûr, tout cela est parfait. Hein, il y en a même pour soutenir ça. Hein, d'ailleurs, moi, je les invite à quitter la France, hein, s'ils sont pas contents, d'ailleurs. Hein. Je le dis clair et net. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, les dictatures tombent, les unes après les autres. Alors ça, c'est marrant, vous savez, on vous met tout dans le même paquet, comme si, hein, évidemment, tous ces pays étaient des dictatures, hein, qui est tout du même ressort, hein, Égypte, Syrie, etc. On fait pas le lien entre des situations qui sont absolument différentes dans chaque pays. Hein, déjà, ce sera donc ces pays seraient juste un bloc monolithe qui serait à peu près le même, hein, du Maroc jusqu'à l'Iran. Ça, c'est exactement ce qu'on veut nous faire croire.
hein, parce que je suis désolé, nous dire que l'Égypte c'est la même chose que la Tunisie, qu'il y a la même chose que la Libye, on a bien vu que c'est des situations différentes. Et puis en plus, l'hypocrisie, hein, vous savez, toujours cette hypocrisie occidentale, hein, de gens qui ont soutenu ces régimes. Hein, je veux dire, Hosni Moubarak, il était soutenu par l'Occident. Faut pas nous raconter de salade. Je veux dire, Ben Ali, il était soutenu par l'Occident, hein, jusqu'au dernier moment, puisqu'il y avait même Ali Omari, hein, notre feu ministre de l'Intérieur, qui voulait lui envoyer des bombes lacrymogènes, des armes, etc., hein, et qui, accessoirement, voyageait dans ses avions quand elle se rendait en Tunisie. Donc, et c'est ces gens-là, en plus, ça on l'oublie, par contre, non, évidemment, ça ne compte pas dans le raisonnement. Dans la foulée du printemps arabe en 2011, les Syriens se soulèvent. Bachar el-Assad refuse de démissionner. Commence alors une guerre civile impitoyable. Voilà, ça aussi c'est, je trouve, un résumé absolument complètement arbitraire de la situation en Syrie, de comment les choses sont déclenchées. Bien sûr qu'il y a eu des manifestations, on le sait, en Syrie, hein, manifestations dans lesquelles, justement, il y avait des éléments qui tiraient à la fois sur les policiers et à la fois sur les manifestants pour monter les uns contre les autres. On sait, c'est toujours la même technique qui est utilisée avec des snipers, etc. Et voilà comment on a monté les choses en Syrie. Hein, après nous dire, oui, c'est la guerre civile, etc. Mais qui a payé ces jeeps là? Vous voyez bien, c'est Toyota avec des armes lourdes dessus. D'où elles viennent, hein, parce qu'on a même posé la question à Toyota, ils ont dit, bah, nous on sait pas trop, mais bizarrement, on a vu qu'il y avait des grosses commandes vers l'Australie, vers machin, voilà. Hein, mais Toyota était incapable de répondre. Le nombre de migrants explose. L'Europe semble bien incapable de gérer ce flux qui arrive par la mer, par la terre et débarque sur les plages des vacances. Endiguer ce flot, l'Union européenne n'y arrive pas. Ouais, bah, quelle hypocrisie, évidemment, après avoir détruit les pays tels qu'on les a atomisés, parce que là on parle d'atomiser les pays, hein, la Libye c'était plus de 25 000 raids, hein, sur un tout petit pays de 4 millions d'habitants, hein, voilà, après on nous dit, puis la Libye c'était un pays aussi, hein, alors ça ils vont aimer vous le dire, ah oui, Kadhafi jouait les matons pour l'Europe, ben non, mais c'était une stabilité aussi dans la région. Kadhafi il accueillait énormément d'Africains, énormément d'étrangers qui venaient travailler en Libye et qui étaient très bien traités. On est en plein cœur de l'été. Les 28 pays membres tergiversent, hésitent, tiraillés entre solidarité européenne et souveraineté nationale. Ouais, souveraineté nationale, ce qu'il en reste, hein, puisque la Commission européenne, vous savez, avait pris la décision de dire on va répartir ces flux migratoires entre les 28 États, hein, sans qu'on leur demandât est-ce qu'ils fusent d'accord ou pas. Hein, c'est quand même la question essentielle. L'Europe dans laquelle je veux vivre s'illustre par la solidarité de ses membres. L'Europe dans laquelle je ne veux pas vivre, c'est une Europe qui refuse son aide à ceux qui en ont besoin. Voilà, ça c'est l'idéologie dominante, hein, toujours, parce que c'est la même doxa aussi que vous entendez en France, de cette bien-pensance qui vous dit, ah bah, moi je veux vivre dans une machin, hein, et monsieur Juncker, lui, il vit certainement au Luxembourg, hein, vous savez, un des États les plus riches du monde, hein, dans certainement un grand pavillon bien à l'abri, là où on ne verra jamais la tête d'un migrant passer. Puis s'il y en avait un, je vous dis, il se fait arrêter tout de suite. Donc c'est bien beau, tous ces gens qui sont toujours pleins de charité, plein de belles intentions, hein, mais qui, c'est un peu comme en France, hein, des Yann Moix, tout ça, des Léa Salamé qui vous font la morale dans leur tribunal télévisuel, et puis quand ils rentrent chez eux, le soir, ils sont bien à l'abri, bien au chaud, hein, et puis eux, ils ne verront jamais la tête d'un migrant dépasser en bas de chez eux. L'Union européenne est désunie, c'est évident. C'est la crise la plus grande dans le domaine asile, migration depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au point actuel, c'est la paralysie totale. Et les États se retrouvent complètement débordés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer 6000 personnes par jour. Dire simplement on aurait pu prévoir, je pense que c'est exagéré. Mais on aurait pu mieux se préparer, ça certainement. Ah ouais, bah bon. Ça, les mecs, on aurait pu prévoir, on aurait pu mieux se préparer. Vous voyez, tout ça, c'est de la belle incantation. Hein. Ils sont bien gentils, hein, tous ces gens qui nous font toujours des belles incantations. On aurait pu prévoir, se préparer, etc. Mais on aurait pu se préparer, on aurait déjà dû commencer par peut-être ne pas les atomiser. Hein. Faudrait quand même commencer par le début. Parce que cette question-là n'est jamais évoquée. Alors qu'à un moment donné, il faut reprendre, comme on dit, il faut aller aux racines du mal.
Faut pas arrêter de se leurrer. Les racines du mal, c'est d'avoir atomisé des pays. Donc, qui a atomisé les pays? Pour quelle raison? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que c'est bien beau de jouer les grands samaritains hein, après avoir tout détruit, et puis de nous dire, ah bah maintenant, oui, moi je rêve d'une Europe où il faut accueillir les migrants. Ah bah moi je rêve d'une Europe qui n'aille pas envahir et bombarder les autres peuples. Moi je rêve d'une Europe hein, qui reste à sa place, et qui n'aille pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Voilà, ce serait ça que... Ça, ce serait un discours un petit peu plus audible. L'image de ce petit garçon était particulièrement déchirante. On a tous été touchés. Ah ben voilà. La dictature de l'émotion. Vous savez, la fameuse dictature, ce dont on parlait tout à l'heure quand on disait ouvrez votre cœur, etc. Bien sûr, qui a envie de voir un petit garçon mort sur une plage? Personne. Mais qui a envie qu'on utilise cette image pour vous faire pleurer, pour vous faire du chantage, hein, pour vous dire mais regardez ce petit garçon. Si vous n'acceptez pas le million de migrants qui est là, c'est que vous êtes un salaud, vous êtes une ordure, puisqu'il y a un petit garçon qui est mort. Hein, en plus, on apprend que c'est hein, le fils d'un passeur. Quand même, pour le moins, hein, on reste interrogatif sur le sens de cette image. Mais vous voyez, toute cette dictature de l'émotion, elle est là. Hein, c'est ça, c'est-à-dire, en vous montrant cette image, vous êtes déjà dans le chantage affectif de vous dire, si vous ne souscrivez pas à cette émotion et que vous n'acceptez pas les migrants, vous êtes une ordure, vous êtes un salaud. Ça, c'est encore une fois pour vous faire culpabiliser. Voilà encore tout le sens de l'idéologie dominante sur ce sujet. Et ça suscitait une grande émotion, et c'est tant mieux. Ah, voilà. Évidemment, cette dame se réjouit, hein, puisque le but politique recherché de d'avoir médiatisé cette image, on l'a bien compris, c'est de nous faire pleurer, de nous faire accepter le flux des migrants. Hein, c'est toujours pareil, toujours pareil. Ils ont trouvé l'image, évidemment, la plus parfaite, un petit garçon mort sur une plage, hein, et tout le monde pleure dans les chaumières immédiatement. Hein, moi-même, je vais me faire traiter de salaud, ah, il pleure pas et tout. Non, c'est pas que je pleure pas, je ne me réjouis pas de la mort de cet enfant, bien évidemment. Personne pourrait s'en réjouir. Mais l'instrumentalisation qu'en est faite, est-ce qu'elle n'est pas encore plus dégueulasse? Est-ce que c'est pas ça le plus grand disrespect qu'on puisse faire à la mort de cet enfant? De s'en servir pour mener des intérêts politiques, pour mener des objectifs. Parce que c'est ça. Alors elle s'en réjouit, évidemment, elle s'en réjouit. On pleure dans les chaumières, allez-y, pleurez, pleurez, pauvre peuple. Hein, de toute façon, si vous ne pleurez pas, vous êtes un salaud. Parce que c'est ça le chantage qui est fait. Mais pourquoi à ce moment-là, cette image-là, il y a eu cette réaction à cette image, alors que c'était pas les premiers enfants qu'on trouvait morts sur la plage, il y en avait eu d'autres. Je sais pas. Je sais pas pourquoi celle-là a créé plus d'émotions que les autres, et est-ce qu'on va soutenir? Et c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, cette émotion qu'on a ressentie va durer qu'un temps. Ouais, bah c'est surtout parce qu'ils en avaient besoin. Là, cette dame, elle se masque les yeux. Hein, parce que cette photo a fait largement la une de la presse. Évidemment qu'il y avait d'autres enfants qui étaient morts, ça c'est le bon sens, hein, puisque des enfants morts sur les plages qui tentent de traverser, il y en a eu énormément. Hein, même qu'ils aient filmé du côté de Gibraltar, je vous dis, les gens essaient de traverser à la nage. Hein, nos amis marocains connaissent très bien ça. Donc forcément, des enfants morts, il y en a eu beaucoup. Mais là, ça a été mis en scène pour, voilà, vous faire pleurer. Hein, ça fait la une des médias, ça fait la une de toute la presse. Et à ce moment-là, il y a bien un but recherché qui est de faire un chantage affectif au reste de la population pour qu'elle accepte ce flux migratoire en se taisant, parce que si vous ne taisez pas et que vous vous levez contre, vous êtes un salaud. Christiane Berthiaume a été la voix des organisations humanitaires de l'ONU pendant 20 ans. Elle a vécu des exodes autrement plus impressionnants. Ex-Yougoslavie, Rwanda. Et cette crise migratoire-là, d'où vient-elle? Ça avait commencé au moment du printemps arabe. Là, il y a eu commencé, des bateaux ont commencé à arriver de plus en plus sur Lampedusa. Et puis petit à petit, ça a augmenté.
vraiment, à partir de 2013, là, vraiment, on a été sur une courbe ascendante et on l'est encore aujourd'hui. Alors, cette dame, elle oublie de préciser, à partir de 2013, c'est déjà la chute de la Libye, et donc de Kadhafi et de l'État libyen, qui, lui, protégeait les côtes et empêchait justement qu'il y ait ce déferlement sur les côtes européennes. Et il y a une petite île, hein, oui, évidemment, on va le voir, c'est par là, c'est l'île de Lampedusa, qui est comme une espèce d'avant-poste, évidemment, de l'Union européenne, c'est une île italienne, sur laquelle il y avait déjà eu des grands problèmes. Dès le début, on a été alerté que les gens rejoignaient, depuis la Libye, depuis la Tunisie, cette île pour, évidemment, trouver asile en Europe. Donc l'Italie avait demandé de l'aide à l'Union européenne depuis très très longtemps, mais comme elle le dit, depuis 2013, tout ça n'est pas un hasard. On parle de printemps arabe, oui. Hein, d'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, je disais quelqu'un qui me disait « Oula, printemps arabe, mon Dieu, qu'y sera-t-il de l'hiver arabe ?» Effectivement, on pourrait se demander. Mais il n'y a pas de hasard. C'est à partir du moment où il y a eu la destruction de ces États que forcément, il y a eu ce flux migratoire qui est devenu incontrôlable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Kadhafi mort, le verrou libyen saute. Plus personne pour jouer les cerbères de l'Europe. Ah, c'est intéressant l'expression qui est utilisée. Plus personne pour jouer les cerbères de l'Europe. Donc cerbères, vous savez, ce sont les chiens qui gardent la porte des enfers. Donc l'Europe serait évidemment, vous savez, ces méchants Européens. Alors pourquoi ils veulent venir en enfer, tous ces migrants, si c'était vraiment les méchants Européens, les Cerbères, hein, c'est une expression en plus, comme si Kadhafi jouait les Cerbères de l'Europe. Hein, non, il y avait un État stable qui s'appelait la Libye. Alors après, son régime, on l'appréciait pas. En tout cas, c'était un État stable et ça empêchait justement ce genre de situation. Alors aujourd'hui, on peut pas se plaindre, avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, hein, et même l'enfant qui va avec, en disant on a éliminé Kadhafi, on a atomisé la Libye, il n'y a plus d'État libyen, hein, voilà, la Libye complètement atomisée, pour aujourd'hui dire il déferle maintenant sur l'Europe. Évidemment, puisque cet État, maintenant, la Libye, est confronté à l'anarchie la plus totale. Hein, évidemment, parce que là, on ne vous dit pas, mais il ne passe pas par le Maroc ou l'Algérie. Non, c'est par la Libye, évidemment. En pleine guerre civile, plus personne non plus pour empêcher les gens de prendre la mer. Les passeurs s'en donnent à cœur joie, et les gens prennent des risques immenses pour atteindre l'Italie. Tout le monde n'a pas la chance d'atteindre en vie la côte italienne. Fin 2013, c'est le naufrage de trop. Évidemment, oui, il y a beaucoup de morts, puisqu'on sait que c'est sur des embarcations souvent sommaires, hein, c'est quand même de la haute mer. On oublie aussi, au passage, de préciser des petits faits divers qui sont produits pendant la guerre en Libye, sur lesquels des bateaux de l'OTAN n'hésitaient pas à tirer sur ce genre de bateaux de réfugiés, vous voyez. Hein, ils étaient bien reçus par l'OTAN, tous ces gens-là. Après avoir non seulement atomisé la Libye, en plus on tirait sur les migrants. Mais ça, accessoirement, on ne vous le précisera pas dans ce reportage. Alors oui, il y a les morts de trop. Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir effectivement des images de gens, de cadavres, qui sont morts en essayant d'atteindre cette île de Lampedusa. 366 personnes meurent noyées. Les Italiens n'en peuvent plus de voir les cadavres s'entasser. Surtout les Italiens, ils en ont assez aussi de gérer la situation tout seuls. On va le voir, mais c'est exactement ça. Ces Italiens, ils n'en peuvent plus. C'est normal, ils sont à l'avant-garde, à l'avant-poste. Hein, ce sont eux, pas de chance, puisqu'ils sont au contact direct, évidemment, avec l'autre côté de la Méditerranée. Hein, parce que c'est plus facile d'atteindre l'Italie, vous imaginez bien, que la France, surtout quand on parle de Libye. Cette fois, il y a assez de morts pour déplacer José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Avec le chef du gouvernement italien, ils se font huer par la foule. Ouais, c'est assez malin le reportage, parce qu'on dit qu'ils se font huer par la foule. On ne sait pas trop pourquoi ils se font huer par la foule.
Hein. Ils se font peut-être ruer par la foule parce que les gens en ont marre. Ils se font peut-être ruer aussi par la foule parce que il n'y a aucune décision qui a été prise pour contrer le flot. Enfin, vous voyez, c'est pas très clair. Donc c'est un peu, vous voyez, ça c'est l'ambiguïté totale. À cette époque, on estime qu'un migrant meurt toutes les 2 heures sur la route de l'Europe. Et l'Italie, à ce moment-là, a fait un travail extraordinaire qui a été de créer Mare Nostrum, qui a été une opération mais fantastique. Ils patrouillaient la mer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Grâce à eux, il y a des centaines de vies qui ont été sauvées. Mare Nostrum, c'est une opération de sauvetage déployée par la marine militaire italienne. Une entreprise gigantesque assumée par un seul pays. En une année, il sauve 150 000 personnes. Oui, alors l'Italie, évidemment, hein, est obligée de mettre en place des mesures hein, pour éviter ce marasme humain, cette tragédie humaine. Hein, et pour prendre ces mesures, elle déploie donc sa marine sur les côtes pour éviter le naufrage de tous ces bateaux. À un moment donné, les Italiens se sont tournés vers l'Europe en disant on ne peut pas faire ça tout seul. Ça nous coûte 9 millions d'euros par mois, on a besoin d'aide. L'Europe a dit oui, peut-être, non. Enfin, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'en 2014, les Italiens ont dit non, ça ne marche plus, on ne le fait plus. Oui, d'ailleurs, voilà, à l'époque, ils avaient même distribué des visas Schengen à tout le monde. Ils avaient dit, puisque vous ne voulez pas nous aider, on vous file tous des visas. Donc je peux vous dire que commencent à faire la gueule, les mecs. Quand les Italiens ont dit, ils avaient distribué 25 000 visas, quelque chose comme ça, je peux vous dire que tout le monde commençait à faire la gueule. Mais on peut les comprendre, hein, les pauvres Italiens. Parce que c'est vrai qu'ils se retrouvent avec ce problème-là. Ils vont taper à la porte de l'Union européenne, puis on leur dit, ah bah, ouais, désolé, ouais, non, bah, on peut pas vous aider, voilà, il va falloir vous démerder tout seul. L'Italie qui traverse en plus une crise économique, hein, donc, qui est très sérieuse et très sévère. Donc ils doivent en plus assumer le coût de ces opérations, ce qui est complètement incohérent et complètement fou, effectivement. Donc on les comprend que les Italiens, à un moment donné, ils aient tapé du poing sur la table en disant bah, vous allez vous démerder. On reproche à Mare Nostrum de faire un appel d'air, un appel de migrants et de réfugiés vers l'Europe. Sûrs d'être sauvés, ils prennent tous les risques. L'Union européenne réfléchit alors au remplacement de Mare Nostrum. Pendant que le monde a les yeux rivés sur la Méditerranée, le conflit syrien dégénère. On pensait que Bachar el-Assad allait tomber, pas du tout. Et l'État islamique gagne du terrain. Ça aussi, je trouve ça assez saisissant, cette petite image. Le conflit syrien s'accélère, qu'on vienne vraiment aux causes, aux origines. Hein. Et puis cet État islamique qui le finance, qui est derrière aussi. Hein. Ça restera aussi la grande question. Hein, parce que qui finance ces gens-là? Qui a intérêt à renverser le régime de Bachar el-Assad, hein, comme on nous l'explique si fortement, cet horrible dictateur que serait Bachar el-Assad? Évidemment. Ancienne procureure du tribunal pénal international, Carla Del Ponte travaille aujourd'hui pour l'ONU, et plus précisément pour la commission d'enquête indépendante sur la Syrie. Vous avez vu l'image avant, c'était l'image de Bachar en mode Reban dictateur. On pouvait pas faire mieux dans le genre dictateur arabe, j'avoue. Voilà, la Syrie is bleeding, on vous montre, et puis c'est évidemment, à cause du drapeau, vous reconnaissez que c'est forcément l'opposition, hein, puisque cette opposition a repris le drapeau colonial, hein, comme en Libye, ils avaient repris aussi le drapeau colonial. Si vous pensez que 20 millions de résidents dans la Syrie, plus de 10 millions, ils ont dû s'enfuir. Alors, d'abord, ils ont été dans les pays limitrophes. Maintenant, la situation de vie dans les pays limitrophes est devenue impossible. Alors, cette dame, oui, alors 20 millions d'habitants, 10 millions qui sont enfuis. Bon, déjà, je pense qu'elle exagère un peu largement. C'est plutôt 4 millions. Hein. Moi, les chiffres que j'ai été voir, c'était plutôt dans cet ordre-là. Donc, elle exagère peut-être déjà ces chiffres. Mais en tout cas, sans nous expliquer, oui, mais qui a foutu ce chaos en Syrie, quoi? Parce que c'est trop facile, ça. À chaque fois, hein, c'est Bachar el-Assad, évidemment. C'est lui qui devrait tout prendre sur la figure. C'est de sa faute s'il y a des immigrés syriens. Puis la question qu'on peut se poser, c'est, hein, ce conflit qui dure maintenant depuis quasiment 5 ans, c'est
Là, d'un coup, les Syriens, c'est cette année. Ah bah cette année, on va partir en Europe. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il? Tiens, mais on va aller en Europe. Alors que ça fait quand même 5 ans que ce conflit perdure. Hein. Et donc, ils essayent d'échapper à cette situation, de pouvoir survivre, et ils viennent en Europe. La plupart des réfugiés se trouvent en Turquie, au Liban et en Jordanie. Dans ces pays, les conditions de vie se sont détériorées, particulièrement en Turquie, qui accueille 2 millions de Syriens. Les Syriens n'ont pas le droit au travail dans aucun des pays avoisinant la Syrie. Après 4 ans, ça devient difficile pour un certain nombre de gens de penser à leur avenir. Alors c'est marrant, voilà, donc on nous dit que ces immigrants, voilà, ils n'ont pas le droit au travail. En revanche, s'ils viennent en Europe, là, ils ont le droit du travail. Hein. Vous verrez, hein, les déclarations qui vont dans ce sens-là, d'ailleurs, de M. Enders, président d'Airbus, de M. Gattaz, le président du CNPF, là, ça abonde. Hein. Venez chez nous, venez faire du dumping social. Hein. Là, vous avez toute l'idéologie dominante, encore. Hein, alors que là-bas, on vous dit, non, ils n'ont même pas le droit de travailler. Ah bon. On voit aussi une situation de désespoir dans la communauté syrienne. Beaucoup de gens coupent les ponts avec leur pays, n'ont plus l'espoir de rentrer, c'est fini. Oui, là, à l'époque où il y a eu ce reportage, il n'y a pas encore eu l'intervention russe. Parce que semble-t-il, alors ça c'est aussi les infos qu'on a toujours, vous savez, c'est en période de guerre, toujours des infos contradictoires, mais il y a 800 000 réfugiés syriens qui ont pu revenir chez eux grâce à l'intervention russe. Ils veulent faire des choix pour eux, pour leurs enfants. Tout le monde n'a pas envie de vivre dans un camp pour le reste de sa vie. Pas d'avenir, pas de perspective et plus d'argent pour les organisations humanitaires qui s'occupent d'eux. Les pays donateurs qui financent les Nations Unies versent au compte-gouttes l'argent promis. Le programme alimentaire mondial n'apporte plus que le tiers des besoins en nourriture dans les camps. Les familles doivent vivre avec moins de 50 centimes par jour et certaines sont contraintes à mendier. Une fois qu'on a provoqué le chaos, après on joue les pompiers pyromanes. C'est vrai qu'on n'a pas un rôle facile, hein, c'est vrai, en Occident. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on part. Nos programmes sont financés à moins de 40%. Ça veut dire en termes très pratiques qu'on coupe les rations alimentaires. Ça veut dire qu'on coupe l'accès à l'éducation. Donc il y a un impact très fort sur une situation qui était déjà fragile pour ces gens-là. Quand ils n'ont plus rien à perdre, $500 pour traverser la mer Égée, c'est un risque que beaucoup sont prêts à prendre. $500 ou beaucoup plus, pour embarquer sur des canaux plastiques tout juste bons à se retourner sur la première vague. Les humanitaires ne sont pas seuls à souffrir du sous-financement. Retour en Italie. Mare Nostrum est abandonné pour être remplacé par Triton. Triton, c'est le Mare Nostrum du pauvre. Les pays de l'Union européenne ont tout juste réussi à dégager 3 millions d'euros de budget par mois, à peine le tiers de Mare Nostrum. Ouais. Ça aussi, c'est toujours étonnant, hein, voilà. 3 millions d'euros. Par contre, vous vous rappelez qu'en 2008, pour la crise bancaire, en une journée, on en a trouvé 1700 milliards. Voilà, ça c'est toujours aussi ce qu'on s'étonne. Où est-ce qu'on trouve l'argent, hein, où est-ce que va l'argent, qui décide? Parce que 1700 milliards, on les avait trouvés comme ça. Et là, visiblement, 3 millions par mois, c'est déjà beaucoup. Triton protège les côtes. Son objectif est sécuritaire, pas humanitaire. Avec Triton, il y a 15 fois plus de morts en mer. Il n'y avait pas autant de bateaux, ils ne pouvaient pas aller dans les eaux internationales, alors que c'est de là que venaient, et que viennent toujours d'ailleurs les appels à l'aide. Une nouvelle série noire va alors émouvoir l'Europe. Pendant toute une semaine, les gardes-côtes de l'opération Triton vont repêcher des centaines de cadavres. Le 19 avril, c'est l'hécatombe. Nous pouvons raisonnablement confirmer qu'il y avait environ 800 personnes à bord du bateau. En ce début d'avril 2015, l'Italie n'en peut plus. Elle est totalement écœurée. Nous sommes l'Italie.
Et en tant qu'Italiens, nous nous devons de réagir. Et nous l'avons fait depuis des mois, des années. Mais une réaction noble et généreuse quand on est tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut passer de la réaction à la stratégie politique. Et la stratégie politique, ça signifie que l'Europe, c'est tout le temps et pas seulement quand il faut faire le budget. Il faut obliger l'Europe à adopter une stratégie globale. Ouais, bon, il est sympa Matteo Renzi, mais faut obliger l'Europe à adopter une stratégie globale. Et c'est quoi cette stratégie que va mettre en place l'Europe? C'est de dire, eh ben vous allez vous répartir tous les immigrés partout. Voilà, ça va être ça la stratégie européenne. Hein, donc oui, super la stratégie globale, mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Hein, parce que dedans, c'est toujours aussi l'avis des peuples qui n'est jamais consulté. Évidemment que les Italiens, on peut les comprendre. Hein, ils sont aux premières loges, et puis ils n'ont pas envie de voir voilà, des centaines de cadavres, on nous parle de 800 morts, de 700... Voilà, c'est évidemment que c'est horrible. Mais est-ce que les peuples européens sont d'accord pour accueillir cette masse de nouveaux flux migratoires qui vient comme ça, qui s'impose, donc qui n'est pas par le circuit légal, je rappelle. Hein, donc ce sont des clandestins qui vont demander refuge ensuite. Donc qui vont faire toute une démarche administrative, hein, pendant laquelle d'ailleurs hein, leur décision de statut sera suspensive et ils pourront avoir certains droits jusqu'à qu'un tribunal légifère, enfin donne un arrêt vraiment sur la situation définitive de ces gens. C'est très compliqué. Donc oui, monsieur Renzi, il est sympa, mais bon. À Bruxelles, à part se lever pour la minute de silence, l'Europe des 28 peine à réagir. On doit agir vite et agir unis. Ce n'est pas juste le problème de quelques-uns, ça nous concerne tous. 1200 morts en mer, le président Juncker se la joue profil bas. Ce fut une grave erreur que d'avoir mis un terme à la mission Mare Nostrum. Elle a coûté des vies humaines. Ouais. Il propose une série de mesures, de mesurettes plus exactement, lancées comme un ballon d'essai. L'accueil de 5 à 20 000 réfugiés supplémentaires. Les demandes d'asile ont presque doublé dans l'Union. Certains députés trouvent cette décision mesquine. Oui, bah, certains députés trouvent cette décision mesquine, mais vous allez voir qu'il existe une césure politique en Europe entre des pays qui déclarent, on va dire, qui acceptent cette doxa immigrationniste et d'autres pays qui la refusent. Donc on va se confronter à l'intérieur de l'Union européenne à deux visions qui vont s'opposer totalement. Donc ça, vous allez voir, et c'est très révélateur de ce que peut être justement l'Union européenne qui est complètement désunie finalement. Hein, et vous allez voir que dans ses profondeurs, cette affaire de migrants va atteindre l'Union européenne, hein, puisque l'Union européenne est quand même basée dans son fondement idéologique sur l'abolition des frontières, je le rappelle. On argumente sur 20 000 places de relocalisation, oui ou non. Sur des quotas, oui ou non. Et le seul élément sur lequel les gouvernements s'accordent, c'est d'envoyer l'armée contre les passeurs. Comme si ça allait changer quelque chose. Les seules choses qui pourraient fonctionner contre les passeurs, c'est d'ouvrir légalement et de façon décente les frontières aux réfugiés. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? À 20 000 places de relocalisation, c'est vraiment tout. Je pense qu'on a besoin d'aller bien au-delà de ça. Ah bah ouais, elle est sympa cette dame. Donc elle dit, il faut ouvrir les frontières, allons-y, il faut laisser passer tout le monde, etc. Hein, et c'est comme ça qu'on va régler le problème. Bah on voit, vous allez voir. Ouais, après on va voir que... Mais non, mais tout le monde n'est pas d'accord, parce que vous allez voir les problèmes que ça pose, parce que c'est facile toujours, ces espèces de déclarations, de vœux, de bonnes intentions. Hein, on dit toujours, d'ailleurs, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben, c'est exactement ça, c'est toujours des bonnes intentions. Allez, on va ouvrir les frontières pour tous ces migrants, c'est pour régler le problème. Mais là, ils ne seront plus 1 million, ils vont être 2, 4, 5, 6 millions, puisqu'il n'y aura plus de frontières du tout. Donc c'est comme ça qu'elle compte régler le problème. Hein, peut-être régler le problème, c'est déjà peut-être essayer de fixer les populations chez elles. C'est peut-être justement arrêter de les bombarder, arrêter d'atomiser leur pays, arrêter de s'ingérer dans leurs affaires. Et peut-être qu'ils vont rester chez eux.
Pour la députée Ska Keller, c'est tout le système de l'asile qu'il faut changer. Mais une Union européenne avec 28 pays souverains, c'est une énorme machine à bouger. Je critique cette lenteur, que ça prenne autant de temps. En tant que membre des Verts, ça fait des années que nous disons sur tous les tons que notre système d'asile ne fonctionne plus, qu'il faut le réformer. On a besoin d'un programme de sauvetage, on a besoin de donner un accès légal aux réfugiés. Je ne comprends pas non plus pourquoi les pays membres ne peuvent pas voir que nous sommes en train de parler de personnes. Ce ne sont pas des menaces ou des terroristes ou je ne sais quoi. Oui, enfin ça... Elle est gentille aussi, hein, cette députée vert. Les Verts, on a dit, c'est le monde des bisounours. On va faire rentrer 1 million de personnes. Elle dit, bah oui, c'est des personnes. Ouais, on a bien compris, bien sûr, c'est des personnes. Mais il ne s'agit pas de terroristes. Ah ça, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il n'y a pas des terroristes qui vont se mettre déjà dans... Si vous faites rentrer 1 million de personnes, hein, sans vérifier leur identité, puisque c'est allons-y, c'est porte ouverte, allons-y, madame, monsieur, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Bah, qui va pouvoir s'infiltrer? Déjà, Daesh, ils annoncent, ils disent, ouais, on a 4000 personnes sur place en Europe déjà. Bon, voilà, 4000. Mais avec ce système de cette dame, il serait combien? On me dit, oui, c'est pas des terroristes, il n'y a pas de terroristes, mais qu'est-ce qu'on en sait? Puisqu'on ferait rentrer des gens sans contrôler rien du tout, ni leur identité, ni rien du tout. C'est quand même extraordinaire. Donc allons-y, c'est la porte ouverte, hein, laissons passer tout le monde, et c'est la solution. Et elle pense sincèrement ce qu'elle dit, que c'est la solution, ce serait donc d'ouvrir les portes à tout vent, laisser rentrer tout le monde en Europe. C'est ça la solution de cette dame. Puis vous avez toujours... Vous avez vu les images qui passent, hein, voilà, toujours la dictature de l'émotion, vous voyez les gens sur les bateaux, vous avez les gens sur les, avec des gilets de sauvetage, voilà, on va vous montrer des morts, etc. Hein, c'est toujours cette dictature de l'émotion. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas d'émotion, vous êtes un salaud. L'Europe politique se cristallise sur 2 fronts, les pro-réfugiés à l'ouest et les anti-réfugiés à l'est. Jan Olbricht, député polonais de centre-droit, explique ce relent de guerre froide. Relent de guerre froide. C'est intéressant, oui, effectivement. C'est plutôt que, moi, je pense d'un point de vue sociologique, historique, les pays d'Europe de l'Ouest ont été convertis depuis longtemps, justement, à la doxa idéologique qui veuille imposer l'immigration aux Européens, qu'ils soient d'accord ou pas, d'ailleurs. Alors que les pays d'Europe de l'Est, nouvellement entrés dans l'Union européenne, n'ont pas encore connu ces vagues migratoires. Et donc, ils ont peut-être justement le recul nécessaire pour observer ce qui se passe en Europe de l'Ouest et les conséquences de cette politique. Mais on les prend évidemment pour des arriérés, voilà, des relents de guerre froide. Comme ça les remet à leur place, où ils sont des communistes à l'ancienne, ils comprennent pas grand-chose. Ce sont des pays d'arriérés, entre guillemets. On vient de sortir de situation économique très très faible. On vient de sortir. Maintenant, il y a le danger qu'il y a quelqu'un qui peut venir et prendre le travail de nous, c'est-à-dire de nous pousser vers la situation. Encore une fois, il y a des situations économiques très faibles. Alors, comment dire, le peur, c'est très profond, c'est-à-dire, il faut comprendre ça. Eh ben oui, parce que voilà, les jolis patrons de l'Ouest, qui en appellent à ce dumping social en disant qu'ils viennent, comme je vous dis, il y a le président d'Airbus qui en appelle au changement de la loi pour qu'il y ait des contrats spéciaux migrants qui ne respectent pas le droit social allemand, de façon à ce qu'on puisse les embaucher sur des petites périodes, sans minimum syndical, sans minimum salarial, etc. Voilà, Yvan Gattaz qui dit mais qui viennent, on a besoin de ces migrants qui vont organiser donc le dumping social en Europe pour faire baisser les salaires, évidemment, ça c'est ce à quoi on assiste en Europe de l'Ouest, et eux qui sont déjà moins payés, ils vont faire venir encore des migrants qui vont encore leur imposer ce dumping-là à l'Est. C'est complètement fou. Donc je trouve plutôt plein de bon sens, ces pays de l'Est, et puis qui ont, disons-le bien, c'est la question qui dérange, est aussi que les pays de l'Est sont attachés à une forme d'identitarisme, parce qu'ils ont une conception de la nation, de la patrie, que nous avons complètement occultée, que nous avons enterrée. Et eux ne sont pas complètement enterrés.
La Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque réactivent le groupe de Visegrad. Ils s'opposent à la politique d'ouverture de l'Union européenne. Viktor Orban, le Hongrois, en tête. Ah bah oui, il nous est présenté comme lui aussi comme un horrible fasciste, évidemment. Il essaie de défendre les intérêts de la Hongrie. On n'a plus trop l'habitude en France d'avoir des dirigeants qui défendent nos intérêts, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, bah, ces pays-là, oui, n'ont pas envie de voir arriver, via des mesures imposées par l'Union européenne, des milliers de migrants qui, d'ailleurs, regardez avec ce qui s'est passé avec l'Italie, il va se passer la même chose avec ces pays. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous acceptez les migrants, puis vous vous démerdez. Ah, évidemment, c'est vous qui devez les loger, les machins, les nourrir, les machins, etc. Ça reste à la charge de l'État. L'Union européenne ne va pas leur filer un copec, c'est marrant parce qu'il y a la Pologne dedans, pour évidemment que ces pays puissent s'en sortir. Parce que c'est ça l'hypocrisie totale de notre système et de nos dirigeants, encore une fois. On se définit souvent comme très tolérant. C'est très tolérant parce qu'on n'avait pas d'expérience. Alors c'est plus facile d'être tolérant si on n'a pas des migrants. Pour aller en Allemagne, ils doivent passer par les anciens pays du bloc de l'Est, cette fameuse route des Balkans. En majorité des Syriens poussés sur la route à cause d'une aggravation du conflit chez eux. Et on n'avait jamais vu les victimes de ce conflit. En 4 ans, les réfugiés syriens en Europe, c'était les invisibles. 250 000, c'est rien par rapport aux 4 millions de réfugiés syriens dans les pays avoisinant la Syrie. Alors, ouais, tout à l'heure, il nous a dit 10, lui il nous dit 4. Moi, j'étais vérifié, effectivement, on est plus proche du vrai chiffre de 4. Vous voyez, comme quoi, la petite propagande, ça passe normal. Ben, on va faire une petite pause avant de reprendre la suite du reportage, puisque vous allez voir, c'est bien croustillant aussi. Par la suite, c'est comme tout, ça monte crescendo, c'est toujours comme ça. Et puis, on va revenir... Dès que la petite pause elle est finie, comme d'hab. Comme ça vous allez vous faire vos petits thés, vous aussi. Attends que je regarde un petit peu quand même les charmants postes. Oula, il y en a beaucoup. Tu veux pas donner ton emploi à un esclave? Exactement, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est un grand problème, vous voyez, c'est un grand problème de société. Ah oui, le micro, pardon. Bon. De toute façon, c'est la pause, donc oui, j'ai enlevé le micro un peu trop tôt. Donc voilà, on fait la pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Il y en a qui se plaignent du rap. On n'a pas mis beaucoup du rap, justement, on se le disait. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu du rap ici, c'était quand on a fait l'émission sur le rap. Voilà, donc vous êtes un peu mauvaise foi, les mecs, des fois vous êtes mauvaise foi, c'est fou. Voilà, donc on va reprendre où est-ce qu'on en était, ce petit débunkage spécial migrant. J'ai vu, oulala, il y a des débats qui s'engagent, mais je le savais, c'était normal, parce qu'il faut que de toute façon qu'il y ait des débats. C'est un sujet qui porte à polémique, voilà, il y en a qui parlent du grand remplacement. J'espère bien un jour d'ailleurs pouvoir faire une émission spéciale sur ça, pour en parler de ce sujet-là, comme ça, ça, voilà. Après, je peux plus trop le remonter. Voilà. Donc, effectivement, on espère bien pouvoir aborder ce sujet-là parce que, oui, on me dit rapide cette pause. Il y a un débunkage à faire, sergent Nerve. Ouais. Donc, voilà. Et je sais que ce débat, de toute façon, il va continuer. C'est aussi fait pour. On ne dit pas d'amalgame. Non, pas d'amalgame, bien sûr. Et là, d'un seul coup, ils sont sur nos paillassons. Ils arrivent. Ils sont là. On est obligé d'y faire face. La Turquie déborde de réfugiés. Les gens arrivent en Grèce, jusqu'à 6000 personnes par jour. La Grèce n'enregistre plus personne. Complètement dépassée, les autorités grecques laissent partir les gens vers le nord. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? De toute façon, ces pauvres Grecs, 6000 personnes par jour. Déjà, la Grèce, elle est prise dans des problèmes, vous connaissez bien les problèmes que connaissent les Grecs. Et en plus, ils ont ce problème supplémentaire. Donc on peut même pas leur reprocher, effectivement, de laisser tout à volo. De toute façon, il n'y a déjà plus d'argent dans les caisses de l'État. Alors combien est-il? Il faudrait maintenant qu'ils paient combien des millions pour enregistrer ces gens, pour les machins? C'est plus possible. C'est absolument plus possible. Elle ne respecte plus les accords de Dublin.
L'espace Schengen, en rouge, sert à protéger les frontières de l'Europe. Le règlement de Dublin, lui, détermine quel pays est responsable de la demande d'asile. On s'inscrit là où on arrive. Ah ouais, alors pas de chance parce qu'effectivement les mecs, ils arrivent toujours dans les mêmes pays, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie. Bon, l'Espagne, ils sont protégés parce que, effectivement, nous aussi, côté français, eh ben, l'Algérie, le Maroc, et puis bon, même la Tunisie aujourd'hui sont des pays relativement stables, pour surtout l'Algérie et le Maroc, et la Tunisie aussi actuellement. Donc du coup, on voit bien que les gens arrivent traversent la Turquie, donc arrivent par la Grèce et l'Italie. Donc ces deux pays se retrouvent en première ligne, effectivement, ils n'ont plus intérêt à respecter les fameux accords de Dublin qui voudraient qu'ils enregistrent chaque demande de réfugiés. C'est plus possible. 6 000 par jour, on nous a dit. Et ça fonctionne quand il y a peu de monde. Autant dire que le règlement de Dublin n'est pas adapté à cette crise migratoire, puisque ce sont les pays de première ligne qui trinquent, comme la Grèce et l'Italie. On aurait pu prévoir qu'en cas de crise, les gens arriveraient tous dans un même pays. Et ça, c'est une erreur d'avoir pas mis en place un mécanisme de solidarité complémentaire à Dublin. Ça, on peut le dire. Ah ouais, mais bon, ça, l'Union européenne, elle est incapable de payer quoi que ce soit. Donc ces pays-là, ils ont laissé faire au bout d'un moment. On peut même pas leur reprocher, que ce soit la Grèce ou l'Italie. Ah. Voilà, mettre là. Voilà. On peut même pas leur reprocher à ces pays de laisser ces gens passer. Au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. On voulait que les personnes puissent obtenir une protection, mais pas puissent nécessairement choisir dans quel pays elles obtiendraient cette protection. Maintenant, évidemment, de manière sous-jacente, il y avait l'idée que la protection devait être à peu près la même partout. Et ça, c'est actuellement pas du tout le cas en Europe. Les conditions offertes par la Hongrie ou la Grèce sont pas du tout comparables avec celles qui sont offertes par la Suisse, l'Allemagne ou la Suède. Ouais, enfin, surtout que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais bon. Donc les gens souhaitent aller ailleurs. Et puis ensuite, les gens ont des familles, ils veulent rejoindre leur famille. De ce point de vue-là aussi, ils veulent choisir leur pays. L'accueil des réfugiés est à géométrie variable en fonction du pays d'arrivée. Nul n'est égal devant l'asile. Il n'y a pas de médecin en ce moment ici. Ma fille est malade, elle ne dort plus depuis 3 jours. Il n'y a pas de médecin. L'Allemagne reste la destination privilégiée des réfugiés. Ouais, forcément. Alors ça, on peut se demander, mais pourquoi l'Allemagne? Pourquoi ils veulent tous aller en Allemagne? Vous allez comprendre, vous avez tous entendu les déclarations d'Angela Merkel qui va créer évidemment cet afflux vers l'Allemagne. L'Allemagne devrait donc se réjouir de cet afflux d'étrangers, comme va nous l'expliquer si bien la chancelière allemande. L'Europe est confrontée quand même à des demandes de plus en plus nombreuses qui, a fortiori, sont extrêmement concentrées dans certains pays. Et c'est ça, évidemment, qui explique la crise du point de vue européen. Retour à Bruxelles, où la crise prend une autre tournure. Les 28 États membres ne sont pas arrivés à s'entendre sur le nombre de réfugiés à se répartir. Le président Juncker va donc lancer sa deuxième salve, les quotas contraignants. Voilà. Donc, puisqu'il y a des pays qui ne veulent pas se soumettre à cette dictature européenne, eh ben, les quotas contraignants, on va leur imposer, voilà, vous allez prendre tant, vous allez prendre tant, vous allez prendre tant. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne chez McDonald's. Donner une perspective de vie à 60 000 personnes, en fait, est un effort, disons-le, en toute quiétude, modeste. Oui, c'est très hypocrite surtout, parce qu'on nous parle de 6 000 par jour et on nous parle de 60 000 concernés, comme si c'est un cautère sur une jambe de bois, vous connaissez le principe, on va essayer de renflouer un tout petit peu de personnes, alors qu'on voit bien que le problème est gigantesque et qu'il faut une autre solution. Forcer les membres de l'Union à accepter des quotas contraignants de réfugiés, pas question. L'ultranationaliste hongrois Viktor Orban refuse net. L'ultranationaliste hongrois, tout de suite, vous avez des ultras, c'est comme les supporters du PSG ou quoi, des ultras. Dès qu'il y a quelqu'un qui défend les intérêts vitaux de son pays, il devient un ultranationaliste, évidemment. Suivi par la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque.
La réponse hongroise, c'est ça, les barbelés, et il y en aura partout. Oui, ils ont... Qu'est-ce qu'à un moment donné, on demande aux Hongrois d'accepter ceux qui ne veulent pas. En gros, on leur dit, vous la fermez, vous devez accepter qu'il y ait des gens, des immigrés clandestins, qui vont être maintenant à votre charge. Et il y a des pays qui refusent. Vous savez, il y a encore des pays normaux, hein, parce que nous, on a dépassé ce stade voilà, d'avoir des dirigeants qui protègent nos intérêts. On n'a plus l'habitude, hein, donc on est un peu dépassé, mais ça existe encore. Vous savez, même en Europe, il y a encore des dirigeants qui travaillent pour le bien de leur pays, de leur peuple, de leur communauté, qui disent non, nous on n'accepte pas, et qui prennent des mesures radicales, puisque l'Europe n'est pas capable de s'entendre, l'Europe n'est pas capable de prendre des mesures, ils vont prendre des mesures tout seuls, et les mesures qui paraissent acceptables pour eux, c'est de dire on va protéger nos frontières, voilà, tout simplement, ça paraît une mesure simple. On pourra ériger tous les murs qu'on veut, tous les fils de fer barbelés, tous les contrôles. Ça ne marchera jamais. Ah ouais, surtout qu'ils sont... Elle est bien placée, cette dame, pour nous dire ça, alors même que l'Union européenne finance un mur entre l'Ukraine et la Russie qui va coûter apparemment plusieurs milliards. Donc, ils sont sympas, quand même. Quelqu'un qui a décidé de partir va partir et va trouver une autre façon de rentrer dans le pays. Tout ce que ça va faire, c'est mettre ces gens qui sont déjà tellement vulnérables entre les mains de passeurs qui vont prendre encore davantage de risques que ceux qu'ils ont déjà pris. Non, c'est pas comme ça qu'on règle une situation, c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Et alors c'est comment alors? J'ai envie de lui demander, c'est quoi alors? C'est comme nous disait la députée allemande, faut ouvrir les frontières? Non, ils font que se protéger, peut-être que justement comme ça ils vont limiter ce flux, quelque part. Parce que là il n'y aura plus des flux comme on a vu, ces milliers de personnes qui passent la frontière d'un coup. Et oui, avec des barbelés, voilà, ce sont peut-être des petits groupes, ça va peut-être limiter au moins. À Bruxelles, les conférences se suivent et se ressemblent étrangement. Le 20 juillet, certains pays acceptent les migrants, mais à condition qu'ils soient chrétiens. Chacun défend son petit lopin de terre. Ça, c'est pas mal, quand même. On accepte, mais que les chrétiens. Bon, c'est vrai qu'il y a des Syriens chrétiens, il est vrai. Mais on sait bien que la majorité d'entre eux ne sont pas chrétiens. Il y a encore une hypocrisie totale. On n'est pas là pour jardiner. On est là pour créer de nouvelles initiatives. On est là pour faire avancer l'Europe, on est là pour résoudre des problèmes épineux. Dans cette cacophonie, une voix venue d'Allemagne va sonner la fin de la récréation. Sonner la fin de la récréation. Là, pardonnez-moi, mais l'hypocrisie totale. Alors allons-y, allons voir l'hypocrisie totale. Qu'est-ce que ça donne? Angela Merkel fait sa rentrée politique. Elle annonce que son pays pourra accueillir jusqu'à 800 000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Au niveau européen, le thème de l'asile pourrait être le prochain grand projet où nous pourrons montrer si nous sommes vraiment capables de gérer la crise ensemble. Vous voyez, pour moi, cette annonce, parce que c'est un effet d'annonce, mais pourquoi? Parce que depuis, on sait très bien que l'Allemagne a fermé ses frontières, donc vous voyez l'hypocrisie totale. Elle a pris cette mesure, d'ailleurs, sa cote est en train de dégringoler à la vitesse grand V en Allemagne. On sait qu'elle ne sera plus probablement chancelière bientôt, parce que sa cote est en train de dégringoler, tout son parti n'est pas d'accord. Je veux dire, tout son, même à l'intérieur même de son gouvernement, il y a des voix qui se sont levées, des oppositions. Son propre ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il parlait d'un suicide allemand. Donc vous voyez, Angela Merkel a fait un effet d'annonce extraordinaire en poussant les gens à se rendre tous en Allemagne, mais les faits, et seulement les faits, démontrent que c'était une hypocrisie totale de sa part, puisque l'Allemagne s'est empressée de fermer ses frontières. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'elle a annoncé. C'est ça qui est assez fantastique. Alors évidemment, oui, le capitalisme allemand, très content, on a vu, je citais tout à l'heure M. Anders, le président d'Airbus, qui parlait de changer la législation, etc. Il y a tout un tas de gens très contents en Allemagne, puisqu'on nous explique que les Allemands, et on va nous l'expliquer aussi dans le reportage, ont besoin de 35 millions d'immigrés. Rien que ça, quoi.
Angela Merkel, elle a su faire le premier pas juste. Elle est très intelligente. Ouais, elle est très intelligente, elle est surtout très démago. Et puis elle est surtout prise dans cette espèce, vous savez, de masochisme allemand, hérité de la Seconde Guerre mondiale, hein, dans lequel les Allemands sont toujours en train de souffrir. Hein, ils doivent souffrir d'avoir tué et participé à ce génocide. Hein, donc de 1900, de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui ils se rattraperaient à travers cette histoire de migrants, hein, ce qui est complètement surréaliste comme situation évidemment. L'Allemagne a besoin de gens pour travailler en Allemagne. Les Syriens sont tous des gens formés, des gens qui ont un métier, qui savent faire leur travail, c'est des gens très sérieux. L'Allemagne est le pays au monde qui a le plus bas taux de natalité. Et on estime que d'ici 2035, elle aura besoin de 35 millions d'immigrés. Ah, ça, je sais pas d'où ça sort son chiffre. Ils ont des chiffres quand même assez hallucinants, avouez-le. Hein, donc il y aurait 10 millions de Syriens dehors. L'Allemagne aurait besoin de 35 millions d'immigrés. Un pays de 80 millions d'habitants, 35 millions. Non mais attendez, autant vider, je veux dire, le tiers du Nigeria, c'est quoi le projet? 35 millions d'immigrés. Non, ils sont pas sérieux, là. Pouvoir faire l'équilibre entre sa force ouvrière et ses retraités. Vu la situation européenne, tous les États ensemble, peut-être c'était évidemment un signe, comme vous dites, que maintenant tous les Syriens disent aussi dans les camps, nous voulons aller en Allemagne. Ils ne parlent pas de la Suisse, ils ne parlent pas de la France, ils ne parlent pas de l'Hollande, ils parlent de l'Allemagne. Il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient sur les routes avant l'annonce de l'Allemagne, et c'est ces personnes-là finalement qui sont actuellement en train de chercher leur chemin. Ensuite, c'est vrai que les frontières ont quand même aussi un effet de frein. On a toute une série de frontières à toutes sortes d'endroits qui effectivement contribuent à une certaine régulation de la migration. Ah bah oui. Heureusement qu'il y a des pays, justement, voilà, comme la Hongrie, hein, qui appliquent ce principe de frontières et qui ont décidé d'abolir finalement les règles de Schengen et du sans-frontiérisme absolu. Hein, pour réguler un peu cette folie migratoire. Et là, l'hypocrisie allemande, c'est qu'elle a fait la même chose. Hein, c'est d'avoir fait exactement la même chose. Et vous savez, depuis qu'il y a eu un afflux d'immigrants en Allemagne, énormément de voix se lèvent. On a vu même le président du Länder de Bavière qui a décidé, s'il le fallait, de rentrer en dissidence totale avec Berlin et avec le gouvernement fédéral, parce qu'il trouve cette politique suicidaire. Et des Allemands, apparemment, moi, ce que je lis dans la presse allemande, hein, parce qu'on m'envoie énormément de documents, les Allemands sont plutôt opposés, hein, à cet afflux d'immigration. Parce que comme je vous dis, les Allemands, ils ont un gun sur la tempe constant, qui est la Shoah et le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Hein, et au nom de ça, ils doivent absolument tout accepter, se taire. Hein, et, on les a un peu castrés mentalement ces 70 dernières années. Donc, ils n'ont plus le droit trop de parler, hein, sous prétexte. Alors c'est encore pire, vous êtes tout de suite un nazi. Mais, et là, ils devraient, quoi, cette espèce de masochisme, se rattraper tout le temps, se rattraper. Ah bah si, venez chez nous, on n'est pas si méchants, etc. Alors qu'en fait, les Allemands n'en ont pas envie du tout. Ah, faut bien remettre les choses en place. L'appel d'air venu d'Allemagne, les réfugiés convergent par les chemins les plus rapides. Ils se retrouvent face à des barrières, bloqués dans leur progression, sans comprendre ce qu'il se passe. We respect everybody, please and thank you, Hungary, thank all Europe. En pleine canicule, personne pour expliquer et apporter la moindre information, le moindre soutien. Où sont les médiateurs? Où sont les humanitaires? Ah, si la crise avait lieu en Afrique, au Moyen-Orient, la réponse aurait été différente. Oh bah oui, ouais, on n'aura rien à faire. Bon, je comprends pas ce qu'il nous dit, oui, la réponse aurait été différente, évidemment que ça aurait été différent. Mais là, il s'agit quand même de 1 million de personnes qui se déplacent. Hein. Évidemment qu'il est plus facile, on va pas se mentir, pour, je sais pas, 100 000 Congolais, d'arriver dans un pays d'Afrique noire et de s'intégrer, j'en sais rien, moi, d'arriver peut-être bien au Zimbabwe, peut-être bien en Ouganda, ça va être plus... Alors, ils ne parlent pas la même langue, mais ils vont bien finir par s'adapter beaucoup plus facilement que de prendre 100 000 Afghans pour les intégrer en Europe. Il faut quand même remettre les choses en place.
Hein, c'est comme demain, je sais pas, bah tiens, je souhaite pas ça à nos amis belges, mais imaginons qu'il y ait 100 000, 200 000 Belges qui doivent débarquer en France, ça va beaucoup plus être facile de les intégrer que 200 000 Afghans. Il faut quand même remettre les choses en place. C'est quand même, c'est nier les identités culturelles, les réalités sociales, les réalités socio-ethno-culturelles des gens. Ça fait partie, c'est aussi partie intégrante du nouvel ordre mondial, de nous dire tout le monde est pareil, etc. Oui, non, bah oui, mais tout le monde pareil, non, tout le monde n'est pas pareil. Je suis désolé, les différences, ça existe. Et justement, c'est une mentalité de colon universaliste de vouloir nier sans cesse ces différences. Hein, de penser sans cesse que les différences n'existent pas, que tout le monde, tout se vaut, tout est absolument... Voilà, c'est ce monde un bisounoursé où il n'y aurait plus ni nation, ni frontières, ni religion, ni ethnie, ni plus rien, ni culture, tout le monde se vaut. Le McDo, c'est pour l'humanité tout entière. Et ben ça, c'est cette mentalité de notre colonialisme, hein, et avec notre consumérisme néolibéral, incapable de voir justement qu'il y a des différences. Et là, il se frotte à l'exigence des peuples. L'exigence des peuples, c'est le vrai principe de réalité. Et pour moi, les pays de l'Est, comment ils réagissent, donc ces pays de Hongrie, de Pologne, hein, de République tchèque qu'on fustige, ils réagissent justement en prenant en compte ces éléments. Éléments qu'en Occident, justement, on a balayés. En Occident, ça n'existe plus. Hein, en Occident, je vous dis, la doxa idéologique a imposé, hein, je vous dis, voilà, tout le monde est pareil, tout le monde, ce monde de bisounours qui n'existe pas. On est dans l'Union européenne, il y a des lois, il y a des normes, il y a des États souverains. Et bon, le HCR n'a pas la vocation à être opérationnel dans l'Union européenne. On ne peut pas imposer notre aide et un certain nombre de solutions pratiques aux États s'ils n'en veulent pas. Voilà, parce que c'est marrant ce qu'il dit, on a la contradiction totale. Dans l'Union européenne, il y a des États souverains. En gros, ça se passera ailleurs, on imposerait ce qu'on voudrait. Parce que quand ça se passe chez les Noirs, il faut qu'ils ferment leur gueule et puis on fait ce qu'on veut. Hein. Mais en Europe, bah non, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a face à des États forts. Ah bah oui, parce que quand vous avez la Hongrie hein, et que vous avez un président qui vous dit bah non, ça se passera pas comme ça, eh ben ça va pas se passer comme ça. Voilà. C'est pas évidemment comme en Afrique quand on agit en colon suprême où évidemment il dit ah bah là c'est plus simple en Afrique et tout. Bah oui, parce qu'en Afrique, ils la ferment. Hein. Ils font ce que le HCR dit, ce que l'ONU va dire, ce que les pays ont décidé. Et puis en Europe, bah non, les pays, ils sont confrontés à certains os. Voilà. Les gens sont livrés à eux-mêmes, la tension monte et ça dégénère des deux côtés. Les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à y opposer, c'est arrivé. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ah ouais, mais bon, ça aussi, des vœux pieux d'incantation. Ces images parlent d'elles-mêmes. Bah oui, enfin, on peut montrer les images, vous savez, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous savez, la manipulation de l'image, ce que ça peut être déjà. Les images parlent d'elles-mêmes. Ça aussi, ça pourrait être l'objet d'un débat. En tout cas, ce qu'on y voit, on voit des policiers, des rangs de policiers, puis on voit en face des rangs de migrants qui cherchent à rentrer à la frontière et des policiers qui tiennent tout simplement la frontière telle qu'on leur a ordonné de le faire. Donc voilà, ils font leur travail, tout simplement. Donc les images parlent d'elles-mêmes, oui, qu'est-ce qu'on y voit dans ces images? Alors après, oui, voilà, on vous a montré des enfants en pleurs, des machins, hein, voilà, ce qui n'explique pas d'ailleurs, hein, est-ce que ce sont des policiers même qui sont à l'origine de ça? Ça, vous voyez, donc les images parlent d'elles-mêmes. Ça reste encore à démontrer, hein. Ça reste encore à démontrer. Hein, comme on est là face véritablement à un reportage de propagande, j'aurais tendance à me méfier, moi, de certaines images. Je suis désolé que ça ait eu lieu, mais c'était la seule chose à ce moment-là que les gens ont décidé de faire. D'une certaine façon, je le répète, la situation a cessé. Mais alors, pourquoi avoir fermé les frontières?
Nous avons toujours dit très clairement que nous n'avions aucune intention de fermer la frontière. La frontière, par définition, c'est l'endroit par lequel on entre dans le pays. Le problème, c'est que les gens ne passaient pas par les postes frontières, mais par les champs. Et quand des milliers de personnes ont commencé à arriver, c'est devenu impossible. Au niveau... C'est de se défendre, mais c'est un peu difficile, hein. Mais évidemment, ils ont été submergés et ils n'ont pas envie de se laisser faire, point. Voilà, c'est aussi clair que ça. Accorder ces violons, et pourquoi aussi des pays comme la... Les Syriens sont tous des... Toute une série de frontières à toutes sortes d'endroits. À être opérationnel dans l'Union européenne. On ne peut pas imposer notre aide et n'aurait jamais dû arriver. Je suis désolé que ça ait eu lieu, mais c'était la seule chose à ce moment-là que les gens ont décidé de faire. D'une certaine façon, je le répète, la situation a cessé. Mais alors, pourquoi avoir fermé les frontières ? Nous avons toujours dit très clairement que nous n'avions aucune intention de fermer la frontière. La frontière, par définition, c'est l'endroit par lequel on entre dans le pays. Le problème, c'est que les gens ne passaient pas par les postes frontières, mais par les champs. Et quand des milliers de personnes ont commencé à arriver, c'est devenu impossible. Au niveau de l'Union européenne, nous avons un rôle très clair à jouer, qui est d'enregistrer et d'identifier ces personnes. Comme nous ne pouvions pas le faire, nous devions créer une sorte de zone tampon. Et ça a été le mur. Sur le papier, l'Union européenne est accueillante. Sur le papier uniquement. J'adore le... Oui, sur le papier. Bah oui, mais bon, en même temps, vous voyez des milliers de gens débarquer sur le papier uniquement. Hein. Et puis en plus, on nous dit ça, et puis en même temps, alors il y a des effets d'annonce d'Angela Merkel qui dit qu'elle va accueillir 1 million de migrants, donc c'est plus sur le papier uniquement, il y a des déclarations. Il y a Hollande qui nous dit, en France, on va mettre à disposition des migrants 77 000 logements sociaux, alors que même, il n'y a pas de logements sociaux pour les Français, mais il y a 77 000 soi-disant pour les migrants, qu'on va leur faire une prime de 1 000 €. Je sais plus, là, sur le papier, c'est un peu de la propagande, là, quand même, hein. La Hongrie est aux confins de l'Europe, un pays de première ligne pour Schengen. Et cet été, la Hongrie a appliqué à la lettre les accords de Schengen. Quand ces gens ont commencé à arriver par bateau, par la Turquie, de partout, ils sont d'abord arrivés dans les îles grecques. La Grèce, c'est un pays de Schengen. Légalement, c'est le premier arrêt dans l'espace Schengen. Ah, alors là, vous allez voir comment on va faire culpabiliser ces pauvres Hongrois. Hein, et là, vous avez là encore un exemple de propagande, mais absolument incroyable. Hein, voilà comment, hein, je vous dis, on est dans la culpabilisation perpétuelle sur la dictature de l'émotion. En 1956, quand les Hongrois ont fui le communisme, il n'y avait pas de barbelés. Et je trouve que les gens ont la mémoire bien courte. Ah, voilà. Hein, ces Hongrois salauds. Hein, en 56, ils étaient bien contents qu'on les accueille. Oui, mais sauf que des Hongrois qui passent en Autriche, hein, faut-il vous rappeler qu'historiquement, ils formaient ensemble un empire qu'on appelait l'empire austro-hongrois, hein, donc ils partagent une histoire commune, hein, une civilisation commune, hein, une culture, hein, qui est commune. Hein, donc comment on pourrait comparer 200 000 Hongrois qui vont se réfugier en Autriche et 1 million d'Afghans, de Syriens, et puis allez voir, hein, parce qu'on nous montre toujours, mais il y a aussi des Somaliens, il y a aussi des Érythréens, il y a aussi des Irakiens, et paraît-il même qu'il y a aussi des Algériens. Je suis désolé mes amis algériens qui nous regardiez, mais il paraît qu'il y a beaucoup d'Algériens qui jettent leur passeport, sont passés pour des Syriens, ils passent par ces filières aussi. Donc c'est quand même extraordinaire, quoi. En Hongrie, en 1956, il y a quand même eu 200 000 Hongrois qui ont fui la crise à l'époque. Beaucoup se sont retrouvés en Autriche. Bah oui, mais je suis désolé. Des Hongrois qui se retrouvent en Autriche, c'est une logique. À un moment donné, c'est ça que je vous dis, on nie tous les principes de réalité, on nie les identités culturelles, les réalités sociales, les réalités historiques des nations civilisationnelles, en nous expliquant, bah vous voyez, et en plus... On fait culpabiliser évidemment ces Hongrois en disant bande de salauds. Hein, vous en 56, vous étiez passé en Autriche, 200 000. Hein, et aujourd'hui, vous ne voulez plus accueillir ces 200 000 Afghans. Hein, c'est un peu ça en gros.
19 pays européens ont réinstallé plus de 80 000 Hongrois en très peu de temps, en 3 semaines. On avait des mécanismes de solidarité qui jouaient. Cette fois-ci, ça ne joue pas. Mais oui, mais parce que ce sont des Européens. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il est beaucoup plus facile, on ne va pas le nier, de dire qu'on va réinstaller des Hongrois en Europe, surtout dans la situation de l'Europe de 1956, donc séparée par le fameux rideau de fer, cette Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, d'ailleurs issue d'un partage voulu par les grandes puissances de la Seconde Guerre mondiale, que de prendre et d'accueillir 1 million de gens venus de pays extra-européens. Il faut quand même arrêter de se mentir, ça c'est aussi du bon sens quand même. Mais alors qu'est-ce qui cloche? Ils sont africains, orientaux, asiatiques, musulmans? C'est ça qui dérange? Qu'ils soient justement musulmans, arabes, donc forcément terroristes potentiels? Non, alors ouais, ça... Le cliché encore, voilà. En plus, ce cliché qui est lui-même un cliché issu des médias. C'est quand même extraordinaire de nous renvoyer ça à la figure comme ça. Bah oui, parce que arabe égale terrorisme, c'est quand même quelque chose qui a été développé largement depuis 2001 dans tous les médias. Et puis là, maintenant, on nous ferait culpabiliser. Ah bah quoi, c'est parce qu'ils sont extra-européens? Eh ben oui, soyons clairs. Mais oui, évidemment. Évidemment. Voilà, et pourquoi l'Arabie Saoudite, elle, n'accueillerait-elle pas le Qatar, tous ces pays très riches, ces pays qui ont les moyens, qui ont des centaines de trillions sur des comptes, eux, ils sont prêts à accueillir combien de personnes chez eux? Ça reste à définir. Oui. Parmi tous ces gens, il y a des migrants, des réfugiés, des sans-papiers. Tous n'obtiendront pas l'asile. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au passage, ils sont plus tous syriens maintenant, on nous dit il y a de tout. D'ailleurs, dans les images, là, pour le coup, on voyait bien qu'il y avait un peu de tout. Je crois qu'on peut rêver, mais l'Europe n'est pas prête à accueillir tout le monde. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le seul droit pour les gens en Europe de rester sur le territoire européen, c'est tout le monde passe par la procédure d'asile. La procédure d'asile, elle n'est pas faite pour ça. La procédure d'asile, elle est faite juste pour les gens qui ont une crainte fondée de persécution. Pour ce qui est des migrants économiques, ils ont des droits en tant qu'êtres humains qui s'appliquent à tous, d'être traités avec dignité. Mais s'ils n'ont pas le droit au séjour pour une raison ou pour une autre, là où ils arrivent, il n'y a malheureusement pas d'autre solution pour l'instant que de les renvoyer d'une manière humaine, mais de les renvoyer vers leur pays d'origine. Voilà. Donc, vous voyez, cette phrase simple fait de vous un horrible fasciste. Voilà, je peux pas juste me flageller, effectivement. On ne peut pas juste se flageller, tu as parfaitement raison. On estime qu'il y a à peu près 60-70% de gens qui peuvent vraiment se réclamer du statut de réfugié selon les conventions internationales. Les autres seraient ce qu'on appelle des migrants économiques. Donc c'est des gens qui ont quitté des pays pauvres parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont faim, parce que c'est trop pauvre et donc ils tentent de venir, qui arrivent ici de façon irrégulière, pas illégale, mais irrégulière. Ce ne sont pas des criminels. On ne peut pas être criminel de vouloir avoir une vie meilleure. Ouais, mais bon, en même temps, est-ce qu'ils ont vocation à rester sur le territoire ou pas? La question, elle est là. Bien sûr que ce n'est pas des criminels, forcément. C'est une évidence. Mais est-ce que c'est à l'Europe d'accueillir, de loger, de nourrir, de tendre la main, Ils sont où les autres pays, puisqu'on nous parle de crise internationale, machin, etc. Ils sont où les États-Unis, même aussi, dans cette affaire? Pourquoi on ne les enverrait pas là-bas aussi? Puis il y a de la place là-bas en plus, un peu plus que chez nous. Puis c'est un pays basé sur l'immigration, ça leur fait pas peur là-bas d'avoir des flux migratoires. Donc ce serait intéressant ça qu'on pose la question. Ça, ce n'est jamais posé, non? Tout le poids de supporter sur les Européens. Alors que je sache, la Slovénie, la Hongrie, la Lituanie, Malte, c'est quoi? Ce sont les responsables de la guerre en Irak, de la guerre en Libye? Ce sont eux les responsables, c'est eux qui ont financé ces guerres, qui ont été derrière toutes ces guerres. Une vie meilleure, c'est ce que voulaient les 71 personnes mortes, étouffées dans ce camion, abandonnées sur cette autoroute en Autriche. Voilà. On vous refout une couche d'Ilan, au cas où vous n'aurez pas assez pleuré dans les chaumières, au cas où vous n'aurez pas assez culpabilisé. Ce reportage-là est bien fait. Une vie meilleure, c'est aussi ce que voulaient les parents de ce petit garçon. Ouais, enfin, il paraît qu'ils étaient des passeurs, mais bon. Retour à Bruxelles. Après 7 mois de tergiversation, l'Union vote enfin, mais en se bouchant le nez, l'accueil de 160 000 réfugiés. La Suisse participe aussi.
C'est peu, mais c'est toujours mieux. C'est 160 000. C'est ça le nombre de gens que les Européens doivent prendre en charge et accueillir à bras ouverts. Ouais, vous avez obligation, vous avez vu, accueillir à bras ouverts. De toute façon, vous êtes content ou pas content, on s'en fout. Vous devez accueillir à bras ouverts. Hein, c'est encore une fois dans le dos des peuples. Il n'y a pas de décision, c'est M. Juncker que personne n'a élu. Après, on va vous dire, mais oui, mais il parle des représentants, oui, des représentants à qui on impose, puisque la preuve, les pays ne sont pas d'accord. C'est pas l'Europe qui a un problème avec les réfugiés. L'Europe a cet effet néfaste d'une guerre qui ne termine pas en Syrie. La communauté internationale n'est pas intervenue déjà en 2011 pour faire quelque chose. Ils ont laissé évoluer cette situation de combat, de guerre. Ils l'ont laissé évoluer et s'empirer, et puis maintenant ils se trouvent devant une situation impossible. Voilà, toute l'hypocrisie de cette dame, c'est fantastique. Donc l'Union européenne, l'Europe, puisqu'elle dit que c'est pas l'Europe, voilà, donc en fait il faut comprendre l'Union européenne, mais elle nous explique en plus que l'Europe n'a rien fait pour cette guerre. Mais si, l'Europe, elle a armé Al-Nosra, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui nous le dit. L'Europe, elle a créé Daesh, ce sont les États-Unis qui nous le disent, ce sont tous les responsables américains, que ce soit les responsables militaires ou diplomatiques. Donc voilà ce qu'ont fait les pays de l'OTAN qui ont dû suivre cette politique folle américaine, donc on en subit les conséquences. Donc nous dire après, arriver comme ça la gueule enfarinée en nous disant « Ah bah non, finalement... on n'a rien fait, nous, depuis 2011. » Mais si, on a été très actifs depuis 2011. Depuis 2011, qu'est-ce qu'on fait sans cesse? On arme, on finance une rébellion qui, aujourd'hui, nous tombe dessus. Donc, faut arrêter, quoi. C'est de l'hypocrisie totale. Une tragédie incroyable. J'exclus qu'une intervention militaire actuellement porterait de bénéfices, même le contraire. D'après moi, ça pourrait s'étendre à une guerre au Moyen-Orient. Elle est marrante, oui, j'exclus une intervention militaire. C'est sûr, si c'est les Américains, déjà, ça fait un an, soi-disant, qu'il y a une coalition internationale contre Daesh. Résultat, nul. Daesh, d'ailleurs, n'a pas arrêté de s'étendre. Et aujourd'hui, nous vivons à l'heure où les Russes, sur la demande du gouvernement syrien, donc qui agissent dans toute légalité, ont décidé, eux, de faire, de participer à cette guerre contre l'État islamique avec des résultats assez phénoménaux en quelques semaines. Le conflit syrien a fait plus de 240 000 morts. À qui la faute? À qui la faute? Trop facile, c'est de dire c'est la faute à Bachar el-Assad. S'il n'y aura pas bientôt un cessez-le-feu, pour ne pas parler de paix, que ça devient encore plus difficile, mais oui, il y aura encore beaucoup plus de réfugiés, c'est sûr. Voilà, l'escroquerie totale. Effectivement, voilà comment vous avez bien vu la doxa qui nous emmène perpétuellement sur cette affaire des migrants à vouloir penser que l'idéologie veuille qu'on accepte forcément les migrants. Alors pour ça, ils sont prêts à faire toutes les manœuvres possibles, nous faire croire que les guerres seraient des guerres civiles, de simples guerres civiles. Vous savez, le terme de guerre civile, ça signifie que c'est une guerre interne, entre des factions internes, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Ils nous font croire que ces gens-là arrivent en Europe et sont forcément mal accueillis par ces États. Vous avez vu à chaque fois l'enfer, etc. L'Europe, l'Europe c'est que sur le papier, etc. Alors que c'est absolument faux. Je pense moi que justement, pourquoi ils veulent venir en Europe? Si les Européens sont tellement horribles, si c'est l'enfer, si ces Européens sont tellement méchants, pourquoi venir en Europe?
voyez, c'est aussi une contradiction, le paradoxe total hein, de leur raisonnement. Hein, puisque, soi-disant, voilà, la dictature de l'émotion perpétuelle qui est vraiment fatigante, parce que dans cette propagande sans cesse où on vous fait ce chantage à l'émotion, si vous ne participez pas à ce chantage, vous êtes immédiatement un extrémiste, un facho, un salaud, etc. Hein, comme la dame l'expliquait, ah bah oui, c'est très bien que les gens aient pris conscience, mais évidemment, on vous met des images d'un petit garçon mort sur une plage, et après, on s'étonne si les gens s'émeuvent. Bah, évidemment, les gens vont s'émouvoir, c'est normal. Hein, c'est tout à fait normal. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que ce chantage à l'émotion, il ne faut pas y céder? Moi, j'encourage à ne pas céder, parce qu'il n'y a rien de pire. C'est pas une histoire, justement, d'ouvrir son cœur hein, et d'essayer d'arriver vers un véritable sentiment de positivité. Non, puisque là, on utilise justement votre sentiment de positivité pour servir des objectifs politiques par derrière. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus négatif, en fait. C'est vous tromper. Vous savez, duper quelqu'un avec les sentiments, il n'y a rien de pire, je trouve. Hein, c'est abuser de sa confiance. C'est abuser de sa gentillesse. C'est abuser de ce qu'il y a de meilleur en lui. Donc, et c'est exactement ce que font, justement, les médias, ce monde politico-médiatique, en vous assénant complètement de ce type de reportage. Hein, en plus... on me dit ma copine pleure, je me méfie. Non mais de vous asséner de ce type de reportage pour vous faire pleurer dans les chaumières et vous faire accepter l'idée que cette immigration, cette vague de migrants, parce que là on parle de flux migratoires quand même, on parle de centaines de milliers de personnes, de millions, hein, sachant que vous savez qu'il arrive 250 000 personnes, 200 à 250 000 de façon légale. Ça, c'est ce qui arrive de façon légale. Des gens qui viennent avec vous voyez, leurs papiers, etc., qui sont tout à fait en règle. Donc, en plus de ça, maintenant, il faudra accueillir en plus 200 000 supplémentaires qui sont illégaux. Je trouve, c'est complètement... mais c'est suicidaire, hein, comme avait dit ce ministre allemand, mais c'est suicidaire pour tous les pays, il avait dit c'est suicidaire pour l'Allemagne, mais ce serait suicidaire pour la France, ce serait suicidaire pour la Hongrie, suicidaire pour la Lituanie, suicidaire pour la République tchèque, pour la Pologne, etc., puisqu'ils n'ont pas les moyens, en plus, de les accueillir, et pour, en plus, encore une fois, casser, hein, vous voyez, qu'on en revient à ce que disait De Villiers dans son interview sur les objectifs des réseaux comme Bilderberg qui cherchent à casser l'homogénéité des nations. Je pense qu'avec des opérations comme celle-là, c'est bien réussi. À se demander si tout cela même n'est pas orchestré, si tout cela n'est pas, on ne va pas découvrir que derrière se cache une véritable opération, hein, pour que des gens d'un coup comme ça hein, se mettent tous en marche vers l'Europe. Je trouve ça complètement hallucinant. Donc c'est d'ailleurs un ministre autrichien, hein, c'est le ministre de l'Intérieur autrichien, qui disait je pense qu'il y a derrière cette opération un certain nombre d'ONG qui me font penser que toute cette opération est menée de main de maître par les États-Unis en fond de partie. Voilà, alors, des grands complotistes, des fois ils sont dans les gouvernements. Voilà, donc moi je pense, on me dit oui, à quoi va aboutir la situation pour l'avenir de la France? Bah moi je sais pas, c'est un peu difficile de répondre à cette question. En tout cas, ça paraît évident qu'il y aura des fractures continuelles, qu'il y aura de plus en plus de tensions. Regardez ce qui se passe à Calais. Hein, c'est quand même la situation à Calais, quand même assez... C'est quand même complètement incroyable. Donc cette jungle-là, qu'on appelle ça la nouvelle jungle, 6 000 personnes, on y attend 10 000 jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on va faire? On en rapatrie des fois quelques-uns par avion privé. Hein, à l'heure où les Français, on leur demande de serrer la ceinture, on vire des gens de partout, même chez Air France, puis des migrants qui voyagent en avion privé. Non, mais c'est ce gouvernement complètement perdu les pédales de la réalité. Hein, d'ailleurs, quand vous les rencontrez déjà en direct, vous le voyez, hein, leurs représentants sont quand même, ils tiennent une couche. Je vous dis tout à l'heure, j'en ai rencontré, c'était quand même assez fabuleux. Et donc, je pense qu'il y a un véritable problème et qu'on veut occulter toute la partie
je vous dis, du principe de réalité des peuples, c'est-à-dire que les peuples font partie d'un socle civilisationnel, d'un socle ethnique, d'un socle culturel, et que ça, on ne pourra pas l'effacer, et que c'est ce que tente de faire le nouvel ordre mondial, bien sûr. Les mondialistes sont à l'œuvre pour effacer tout ça, au nom en plus de l'idéologie, puis il y a tout le monde qui soutient, vous avez vu cet appel des 800, là, avec Laurent Geoffrin, hein, en tête de liste, hein, qui, dans Libération, avec des artistes obscurs, d'ailleurs, j'étais voir la liste, il y a quelques têtes connues, j'ai vu Bertrand Tavernier, Youssoupha, machin, enfin quelques artistes, mais très très peu, non, parce qu'il y a des gens, on ne sait même pas d'où ils sortent, et donc qui soutiennent cette idéologie absolument sous-jacente du « Ah, le monde du tous ensemble, etc. Hein, » ce monde où l'homme n'a plus d'origine, plus de patrie, plus de nation, plus de religion, plus de race, plus de culture, plus rien. Hein, il est soumis totalement à cette culture mondialisée, hein, qu'on essaye de vous fourguer à longueur de temps, afin que vous deveniez cet homme néolibéral, ce nouvel homme, hein, puisque toutes les idéologies fascistes, hein, ont toujours voulu faire naître un nouvel homme, hein, que ce soit le communisme, le fascisme, c'est toujours un nouvel homme qui devait naître, et le mondialisme donc aussi, hein, c'est pour ça que c'est le stade suprême même du fascisme, hein, puisque ce nouvel homme, donc lui serait débarrassé, hein, de tout ne serait pas embarrassé d'héritage culturel, social, rien, non, ce nouvel homme n'aurait plus rien du tout, ne serait même plus ni homme ni femme, hein, ce serait théorie du genre, chose d'ailleurs que ce conseiller a nié en me disant ça n'existe pas, je parle plus avec vous si vous me parlez de théorie du genre. Vous voyez, voilà la réaction du corps d'en face pour vous dire, ils sont lamentables, et tout ça est déjà en train de s'effondrer. Voilà, ils n'ont pas encore compris que le changement de paradigme, il a déjà été effectué. Oui, on me dit Laurent Geoffrin est young leader. Écoutez, j'avais pas la confirmation, en tout cas, ça m'étonnerait pas. De toute façon, ce serait complètement cohérent, hein, vu les positions qu'il défend, position indéfendable d'ailleurs, hein, parce qu'il est là, c'est toujours des vœux pieux, hein, en plus, vous avez tous ces gens, hein, ce gauchisme, boboisant, hein, m'exaspère au plus haut point, parce que ce sont ces gens-là qui sont toujours en train de nous dire, faut accueillir les migrants, faut puis on rentre chez eux dans leur banlieue, hein, à Saint-Germain-en-Laye ou Saint-Nom-la-Bretèche, dans laquelle, je vous dis, il n'y a pas un migrant qui mettra les pieds. Hein, donc c'est un peu facile tout ça, hein, c'est ces gens qui, hein, à la Yann Moix, ce genre de personnes qui vont vous dire il faut ouvrir les frontières, faut machin, etc. Hein, évidemment, mais ces gens-là ne subissent jamais les conséquences directes de ça. Ces gens ne vont ni connaître le dumping social, ni connaître les tensions ethniques, ni connaître le communautarisme, rien du tout. Ils ne vont absolument jamais connaître une seule conséquence de cette politique. Eux vont vivre dans leur petit ghetto blanc, entre bobos, hein, entre bobos gauchisants, avec toujours plein de bonnes intentions pour le reste de l'humanité, hein, mais ils ne seront jamais touchés à aucun moment, hein, par les véritables conséquences de cette politique. C'est ça qui est assez terrible. Voilà. On me dit avant les esclaves étaient noirs. Oula, maintenant ils sont blancs. Je vais fermer cette fenêtre, comme ça on sera tranquille. Voilà. Et effectivement, Saint-Nom-la-Bretèche, parfait pour les parcours vélo. Effectivement, il y en a qui connaissent. Te pas te dire, attention, oui, c'est vrai que un mot qui risque même de sortir du dictionnaire, il paraît, je trouve ça assez étonnant, voilà. Hein. Le peuple, c'est facho, oui. D'ailleurs, il s'étonnait, hein, c'est quoi le peuple? Voilà, il y en a qui fait son Yann Moix et Rani Moix, là, qui disait c'est quoi le peuple? Effectivement, il s'étonne quand on leur parle de cette notion de peuple, notion aussi que j'avais abordée tout à l'heure. Oui, le peuple, ouais, ils savent pas trop ce que c'est que le peuple. Parce que le peuple, évidemment, ils sont en train de s'asseoir dessus continuellement, hein, pour rester polis. Donc forcément, ce sont des notions qui leur échappent. Et puis on voit bien que la vie des peuples... Hein. Alors on me dit, c'est quoi le titre du reportage? C'est Migrants aux origines du chaos. Voilà, et vous pouvez le retrouver sur le site de la RTS, donc nos amis suisses. Voilà. On me dit, tout cela n'est-il pas 100% compatible à la stratégie des élites mondialistes qui a pour objectif de détruire les nations et de dissoudre leur culture dans un multiculturalisme imposé? Mais complètement, Mr. Jus, mais complètement. Là, pour moi, c'est c'est pour ça que je fais évidemment un traité de complotisme, parce que je ne peux pas en apporter la preuve, mais c'est pour ça que je m'appuie sur les déclarations faites, hein, de ce ministre de l'Intérieur autrichien qui, lui, dénonce clairement la mainmise de certaines ONG, et il y voit
lui, la main américaine derrière. Et c'est pas moi, c'est le ministre qui fait des déclarations. Voilà, ça ne me traitera pas de complotiste, mais ça paraît évident, bien sûr, ça paraît complètement logique. Parce que des gens qui arrivent comme ça, une opération bien montée, c'est un chaos de plus pour l'Europe. Déjà, ces guerres périphériques de l'Empire étaient des guerres qui ont gravement affaibli les pays européens, qui ont en plus participé activement, la France au premier plan, évidemment, mon grand regret, mais au grand regret certainement de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous supportons collectivement les conséquences de cette politique qui est une politique américaine. Qui a voulu la destruction et le remodelage du Moyen-Orient? C'était une doctrine déjà étudiée par la famille Bush depuis très longtemps. Donc, même Pierre Hillard, ici, nous avait montré des cartes qui dataient de 1997, dans lesquelles on y voyait ce remodelage complet du Moyen-Orient, y compris de l'Irak, etc., de la Libye, etc. C'est le général Wesley Clark qui, dès le lendemain du 11 septembre, nous dit « Nous allons attaquer 8 pays arabes, comme par hasard, Somalie, Iran, Irak, Libye, Syrie, etc. » Tout y est. Afghanistan, tout y est. Donc vous voyez, on nous traite de complotistes, mais quand on se renseigne, tout y est. Voilà. Pourquoi faire venir autant de personnes pour bosser en Europe alors que toutes les usines sont délocalisées? Tout à fait pour détruire un peu plus le socle et l'homogénéité des nations européennes qui vont faire agir un dumping social. Parce que regardez, ce sont les patrons qui sont heureux. Les patrons jubilent, les patrons vous disent « Ah, c'est très bien ces migrants, faisons-les venir, faisons-les venir ». Donc il y a une espèce de réalité pour que les patrons allemands, français, etc., accessoirement peut-être italiens, mais bon, qui sont dans la panade, pour accueillir ces gens-là qui vont former un dumping social et vont encore un peu plus à chaque fois atteindre la cohésion et l'homogénéité de ces nations. Et sur tous les plans, civilisationnels, culturels, religieux, sociologiques, etc., ethnologiques. Donc tout ça va s'effondrer. Et c'est exactement le plan d'un nouvel ordre mondial, voilà, tout à fait. Voilà. Je veux pas te faire peur, mais je crois que comme l'a dit Pierre Hillard, on va connaître l'enfer en Europe. Certainement, peut-être, je ne sais pas, mais on est bien parti pour. Malheureusement, je vais certainement pas vous mentir. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie, on arrive à la fin. Donc voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a une fin au saucisson, comme dirait l'autre. Donc, forcément, ça s'arrête un jour. En tout cas, ça fait toujours plaisir de faire ces émissions sans invité. Il y a le Métator, il y a vous, il y a la régie, vous voyez. Et on s'entend très bien, finalement, entre nous, bisso da bisso, comme ils disent nos amis congolais, entre nous. Ça veut dire, vous voyez, imaginez des Français qui feraient un album entre nous. Oula, faut pas trop qu'ils aient des gueules de blond aux yeux bleus, je vous le dis d'avance. Mais bisso da bisso, ça veut bien dire entre nous. Donc voilà, dédicace à nos amis du Congo qui sont en train de, eux aussi justement, de se battre pour essayer d'imposer un peu de démocratie dans leur pays, avec, je le rappelle, un Sassou Nguesso président qui lui est complètement soutenu par la France, d'ailleurs qui a été mis en place par la France suite à une guerre terrible dans laquelle c'était Elf qui avait évidemment participé, Elf Total, enfin, vous connaissez le principe de ces sociétés-là. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous, merci à la régie, merci aux modérateurs connectés, merci à tous les métanotes. En tout cas, ça fait super plaisir de vous avoir, comme tous les soirs, vous savez, enfin tous les soirs, lundi, mercredi, vendredi, je le répète parce que demain il n'y aura pas d'émission, mais il y a toujours un couillon qui va dire mais il n'y a pas de direct ce soir ou alors qui va voir qu'on balance une émission rediff et il dit mais je sais pas, je comprends pas, je vois pas les questions. Oui bon, on va lui expliquer, heureusement que vous êtes là pour rétablir la chose parce que vous savez très bien, de toute façon si vous étiez là ce soir avec nous et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 ciao.